Lors du baptême de mon fils, sous le regard de 30 invités, ma mère a arraché le micro et a annoncé « Je veux que tout le monde sache que ma fille n'est pas apte à être mère ». Le prêtre a interrompu la cérémonie au milieu de la bénédiction. Puis mon mari s'est avancé vers elle, s'est penché et a chuchoté une courte phrase qui a fait fléchir ses genoux. Je m'appelle Sheila Smith. J'ai 31 ans. Lors du baptême de mon fils, sous le regard de 32 invités depuis les bancs de l'église Saint-Augustin, le père Michael prononçait une bénédiction sur les fonts baptismaux. Ma propre mère s'est levée du premier rang, a marché jusqu'au lutrin et a pris le microphone des mains du diacre. Sa voix a résonné dans le sanctuaire. Je veux que tout le monde ici sache que ma fille n'est pas apte à être mère. L'eau bénite n'avait même pas encore touché le front d'Isaac. La main de mon mari a trouvé la mienne. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas défendu car je savais quelque chose que ma mère ignorait. 4 mois plus tôt, j'avais demandé de l'aide pour une dépression postpartum volontairement, de manière responsable, exactement comme une bonne mère devrait le faire. Ma mère avait utilisé cette vulnérabilité comme une arme, déposé de faux signalements et tenté de détruire ma réputation pour pouvoir prendre mon fils. Mais Nathan, mon mari, psychologue agréé, avait passé 3 mois à monter un dossier en béton. Et quand il s'est penché près de son oreille et a chuchoté une seule phrase, ses genoux ont fléchi juste là dans le sanctuaire. Avant que je ne vous dise ce qu'il a dit, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous si vous croyez que la trahison familiale est la blessure la plus profonde. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment, car c'est à ce moment-là que le mensonge parfait de ma mère a volé en éclats. Mais pour comprendre pourquoi ces mots avaient le pouvoir de la détruire, je dois vous ramener au début. C'était le 17 mai 2025, un samedi. Nathan et moi avions invité notre famille pour un brunch afin d'annoncer ma grossesse. J'en étais à 16 semaines, enfin assez avancé pour me sentir en sécurité de partager la nouvelle. Nous avions attendu, fait attention, voulu que tout soit parfait. Ma mère est arrivée en avance. Elle le faisait toujours. Caroline Preston, 59 ans, assistante sociale à la retraite, ancienne superviseuse des services de protection de l'enfance. 30 ans à protéger les enfants, disait-elle à quiconque voulait l'entendre. Elle est entrée dans notre maison sur Providence Road à Meyers Park sans frapper, portant un sac que je ne lui avais pas demandé d'apporter. Oh, ma chérie, je suis si heureuse. Elle m'a serré dans ses bras trop longtemps, trop fort. Cette fois, je m'assurerai que tu as tout le soutien dont tu as besoin. Je sais à quel point la première maternité peut être écrasante. Cette fois. La phrase est restée suspendue dans l'air. C'était ma première grossesse. Il n'y avait pas eu de dernière fois. Nathan l'avait remarqué, lui aussi. J'ai senti sa main sur mon dos, subtile, apaisante. Mais j'ai souri. Je l'ai remercié parce que c'est ce que l'on fait avec des mères comme la mienne. Vous acceptez l'aide que vous n'avez pas demandée et faites semblant de ne pas remarquer l'insinuation selon laquelle vous échouerez sans elle. Le brunch a été charmant. 8 personnes, des mimosas, des félicitations. Ma mère s'est assise en bout de table. Nous ne l'avions pas invitée à s'asseoir là. Elle l'a simplement fait et a dit à tout le monde à quel point elle était enthousiaste d'être vraiment impliquée. Cette fois, elle avait fait une liste. Elle a mentionné des choses dont j'aurais besoin, des choses auxquelles je ne penserais pas. Elle serait là à chaque étape. Après le départ de tout le monde, je l'ai trouvée dans la chambre de bébé. La porte de la deuxième chambre à l'étage était ouverte. Elle était à l'intérieur en train de mesurer les fenêtres. Je prends juste des notes, a-t-elle dit. Tu voudras des rideaux occultants, et le berceau devrait aller ici, pas là où tu le pensais. Un meilleur feng shui pour le bébé. Je ne lui avais pas dit où je pensais mettre le berceau. Au cours des 8 semaines suivantes, elle s'est présentée 6 fois sans appeler au préalable. À chaque fois, elle apportait quelque chose. Des livres sur les soins aux nourrissons avec 23 notes adhésives marquant les sections importantes. Un journal de grossesse avec son nom déjà écrit à l'intérieur de la couverture comme souvenir de grand-mère. Un système d'organisation pour le placard de la chambre de bébé qu'elle a installé pendant que j'étais au travail. Un après-midi de fin juin, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée en train de réorganiser notre armoire à pharmacie dans la salle de bain de l'étage. Je m'assure juste que tu as tout en sécurité pour le bébé, a-t-elle dit, en déplaçant mes flacons de médicaments sur ordonnance vers une étagère plus haute. Tu serais surprise du nombre d'accidents qui se produisent.
J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. J'aurais dû fixer une limite. Mais c'était ma mère, et elle semblait si serviable, si préoccupée. C'est Nathan qui l'a vu en premier. Le mercredi soir 23 juillet. Nous étions dans le salon. Il lisait l'un des livres sur la parentalité que ma mère avait apporté. J'ai regardé son expression changer alors qu'il tournait les pages. Il l'a levé pour me le montrer. 23 annotations de son écriture. Stylo bleu, notes soignées dans les marges, mais ce n'étaient pas des conseils pour bébé. C'étaient des avertissements. Les mères pour la première fois ne reconnaissent souvent pas leurs propres limites. Surveillez les signes de surmenage. Les facteurs de risque de la dépression postpartum inclus. Sheila, j'ai besoin que tu m'écoutes en tant que mari, pas en tant que thérapeute, a dit Nathan. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient sérieux. Ta mère documente. Ce carnet qu'elle porte, ce n'est pas pour les achats du bébé. C'est un registre. Je voulais argumenter. Je voulais dire qu'il réagissait de manière excessive, mais j'avais vu le carnet, moi aussi. Un petit journal bleu marine qu'elle gardait dans son sac à main. Je l'avais aperçu une fois alors qu'elle écrivait dedans à la table de notre cuisine. J'avais cru que c'était une liste de courses. Ce n'était pas le cas. Le schéma a continué. En août, j'ai commencé à entendre des choses. Une amie de l'église, Jessica Palmer, m'a appelé un soir après l'heure du café du dimanche. Et, je ne veux rien remuer, a dit Jessica prudemment. Mais ta mère a mentionné à l'heure du café que tu as été stressée et qu'elle s'inquiète de la façon dont tu vas gérer le bébé. Je voulais juste que tu saches ce qu'elle dit. Ma mère ne se préparait pas seulement à m'aider. Elle se préparait à me remplacer. Elle construisait un récit dans lequel j'échouerais et elle devrait intervenir, et elle le faisait publiquement devant des personnes qui seraient plus tard appelées comme témoins. Je ne le savais pas encore. Pas totalement. Mais je le ressentais. Une peur glaciale qui s'était installée dans ma poitrine et ne voulait pas partir. Isaac est né le 2 septembre 2025 à 6,32. 7 livres 2 onces, 20 pouces de long. Parfait. Le travail a duré 14 heures. J'avais voulu que ce soit juste Nathan et moi dans la salle d'accouchement, privée, intime. Mais ma mère s'est présentée au centre médical des Carolines au moment où je me suis enregistré. Elle devait surveiller nos téléphones, nous pister d'une manière ou d'une autre. Elle a essayé d'entrer dans la salle d'accouchement. Nathan, je suis sa mère, a-t-elle dit à travers la porte de la chambre 514. J'ai déjà vu des accouchements. Laissez-moi la soutenir. Caroline, Sheila veut de l'intimité, a dit Nathan, ferme mais poli. Nous vous tiendrons au courant quand il sera là. Elle a attendu dehors pendant 18 heures. Quand l'infirmière m'a amené Isaac pour la première fois, j'ai regardé à travers la vitre de la porte. Ma mère était là, tenant son téléphone, prenant des photos. Elle n'avait pas demandé la permission. Les 2 premières semaines à la maison ont été floues. Des tétés toutes les 2 heures, des couches, une fatigue qui ressemblait à une noyade, et ma mère tous les jours. Elle se présentait à 7.00. Elle avait une clé de rechange que je lui avais donnée pour les urgences, avec des plats en cocotte et des conseils que je n'avais pas demandés. Chérie, tu le tiens de manière trop tendue. Tiens, laisse-moi te montrer. Le toucher d'une mère devrait être naturel. Ne t'inquiète pas, tu vas apprendre. Elle restait pendant des heures. 3, 4, 5 heures d'affilée. Toujours à observer, toujours à corriger, toujours à écrire dans ce carnet bleu marine. 12 visites au cours des 6 premières semaines. Nathan essayait de fixer des limites, mais elle avait le don de le faire se sentir cruel de lui demander de partir. Je veux juste aider ma fille. Est-ce si mal? Au bout de 3 semaines, j'ai trouvé le carnet sur notre table de cuisine. Elle l'avait laissé là pendant qu'elle était aux toilettes. Je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. Le 15 septembre, Sheila a oublié de faire le repas à Isaac après la tétée de 14.00. Le 18 septembre, avait l'air épuisé, ne s'est pas douché. Le 22 septembre, m'a parlé sèchement quand j'ai suggéré une heure de coucher plus tôt. Détachement possible. 32 pages au stylo bleu. Chaque erreur perçue, chaque moment d'épuisement normal documenté comme des preuves dans une affaire. J'ai pris des photos de 3 pages. Je ne savais pas encore pourquoi.
Juste l'instinct. Quelque chose n'allait vraiment pas. À la 6e semaine, je m'effondrais, je ne dormais pas, je mangeais à peine. Et les pensées ont commencé. Des pensées intrusives, des images horribles et terrifiantes qui traversaient mon esprit. Et si je le faisais tomber dans les escaliers? Et si je l'oubliais dans la voiture? Et si? Et si? Et si? Je savais que ce n'était pas de vrais désirs. Je savais que c'étaient les symptômes de quelque chose, mais elles m'effrayaient tellement que je ne pouvais plus respirer. Et je n'en ai parlé à personne car je pouvais entendre la voix de ma mère dans ma tête. Certaines mères ne sont tout simplement pas prêtes. Certaines mères ont besoin d'aide. Si j'admettais que j'avais des difficultés, je lui donnerais raison. Le dimanche soir 26 octobre 2025. Il était 19h45. Ma mère était passée cet après-midi-là pour critiquer la façon dont j'avais habillé Isaac pour l'église. Nous n'y étions pas allés. J'avais été trop fatigué. Elle s'était assurée que je sache que c'était une erreur. Je donnais le bain à Isaac. Il éclaboussait, heureux, et puis une pensée intrusive m'a frappé si fort que j'en ai eu le souffle coupé. Une image si terrible que je ne peux même pas la dire à haute voix. Je l'ai posé immédiatement dans le bain, j'ai reculé. Mes mains tremblaient. J'ai appelé Nathan. J'ai besoin que tu rentres à la maison tout de suite. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Je ne suis pas en sécurité. Je veux dire, Isaac est en sécurité, mais j'ai des pensées et j'ai peur. Il était au supermarché. Il est rentré à la maison en 12 minutes. Il m'a trouvé assise sur le sol du couloir devant la salle de bain. Isaac était dans son berceau, sec, changé, en sécurité. J'étais juste assise là à trembler. Nathan s'est agenouillé à côté de moi, a pris mes mains. Merci de m'avoir appelé. C'est exactement ce que fait une bonne mère. J'ai commencé à pleurer à ce moment-là, pas de honte, de soulagement, car pour la première fois en 6 semaines, quelqu'un m'avait dit que demander de l'aide n'était pas un échec. À 21h15, Nathan m'a aidé à appeler la ligne d'assistance nationale pour la santé mentale maternelle. Le numéro est le 1 833 852.6262. Je ne l'oublierai jamais. Une femme nommée Anne Winters a répondu. Je lui ai tout raconté. Les pensées intrusives, la peur, l'épuisement, le sentiment de perdre la tête. Sheila, je veux que vous m'entendiez clairement, a dit Anne. Sa voix était ferme, chaleureuse, professionnelle. Avoir des pensées intrusives ne fait pas de vous une mauvaise mère. Cela fait de vous une personne souffrant d'une condition médicale. Et vous avez fait le pas le plus courageux en appelant ce soir. Elle m'a posé des questions. Avais-je l'intention de faire du mal à mon bébé? Non. Jamais. Est-ce que je voulais lui faire du mal? Non. Mon Dieu, non. Avais-je des pensées que je ne pouvais pas contrôler? Oui. C'est la dépression postpartum, a-t-elle dit. C'est courant. C'est traitable. Et Sheila, vous faites déjà tout ce qu'il faut en le reconnaissant et en demandant de l'aide. Puis elle a posé une dernière question. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui pourrait utiliser cela contre vous? J'ai regardé Nathan. Nous connaissions tous les deux la réponse. Le lendemain matin, lundi 27 octobre, j'ai rencontré le docteur Hélène Bradford. Elle est psychiatre spécialisée dans la santé mentale périnatale. L'évaluation a duré 90 minutes. Elle était gentille, minutieuse. Elle ne m'a pas fait me sentir brisé. Sheila, vous faites tout ce qu'il faut, a-t-elle dit à la fin. L'admission volontaire n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de force. Nous allons vous stabiliser et vous rentrerez chez vous auprès de votre fils. J'ai signé le formulaire d'admission volontaire à 14h15. Mes mains tremblaient, mais pour la première fois en 6 semaines, j'avais l'impression de protéger Isaac au lieu de le laisser tomber. Nathan s'est arrangé pour que son frère, Thomas, garde Isaac, pas ma mère. Nous ne lui avons pas dit la vérité. Nous avons dit que j'avais une grippe sévère et que je devais rester à l'hôpital pour éviter d'exposer le bébé. C'était un mensonge. Mais nous savions qu'elle utiliserait la vérité comme une arme. Elle a appelé Nathan 15 fois le premier jour. Elle s'est présentée chez nous 2 fois. Elle ne nous croyait pas.
Mais les lois sur la confidentialité de la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie signifiaient que l'hôpital ne pouvait rien confirmer. Même lorsqu'elle a appelé la ligne principale 6 fois, il ne pouvait pas lui dire où j'étais ni pourquoi. J'ai passé 6 jours dans l'unité psychiatrique. 5e étage, chambre 512. Ajustement des médicaments. Ils m'ont fait commencer certaines séances de thérapie 2 fois par jour, un soutien de groupe avec 7 autres mères traversant la même épreuve. Restauration du sommeil, un vrai repos. Le docteur Bradford passait chaque matin. Vous faites d'excellents progrès, a-t-elle dit le jour 3. Zéro danger pour votre bébé. Vous allez vous en sortir. Nathan venait pendant les heures de visite, de 16.00 à 18.00 chaque jour. Il apportait des photos d'Isaac, des vidéos. Il a souri aujourd'hui, a dit Nathan le jour 4, en me montrant son téléphone. Son premier vrai sourire. J'ai pris une vidéo pour toi. Il attend que sa maman rentre à la maison. J'ai obtenu ma décharge le vendredi 1er novembre à 15h30. Je suis entré dans notre maison et j'ai vu Isaac dans les bras de Thomas. Il avait pris 8 onces. Thomas s'était merveilleusement bien occupé de lui. J'ai tenu mon fils et j'ai pleuré. Pas de tristesse, d'espoir. Maman est à la maison, mon doux garçon, ai-je chuchoté. Maman va mieux maintenant. Je vais prendre soin de toi comme tu le mérites. Ce soir-là, ma mère a envoyé un message. Je suis si heureuse que tu te sentes mieux. J'aimerais venir voir Isaac demain. Nous devons parler. Elle est venue le dimanche matin 3 novembre à 11h45. Elle est entrée et s'est dirigée directement vers Isaac, mais je le tenais. Elle s'est tournée vers moi à la place. Sheila, je sais que tu n'étais pas malade de la grippe, a-t-elle dit. Sa voix était calme, contrôlée, dangereuse. J'ai appelé l'hôpital. Il ne voulait rien me dire. Que caches-tu? Une infection virale, ai-je dit. Les médecins m'ont déclaré guéri. Ne me mens pas. Elle s'est approchée. Je suis professionnel de la santé depuis 30 ans. Je sais quand quelqu'un cache quelque chose. Nathan est apparu dans l'embrasure de la porte. Caroline, les informations médicales de Sheila sont privées. Vous devez respecter cela. Elle l'a dévisagé, puis m'a regardé. Ensuite, elle a pris son sac à main. Je le découvrirai, a-t-elle dit doucement. Et quand je le ferai, je ferai ce qui est juste pour Isaac. Elle est partie à 12.03. 18 minutes, mais cela a semblé des heures. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Au cours des 3 semaines suivantes, je suis allé mieux. Les médicaments faisaient effet, la thérapie aidait. Je dormais 6 à 7 heures par nuit. J'avais repris le poids que j'avais perdu. Les pensées intrusives avaient diminué de 90%. Je tissais des liens avec Isaac d'une manière dont je n'avais pas été capable auparavant. Le docteur Bradford était ravi. Sheila, je veux que vous compreniez quelque chose, a-t-elle dit lors de notre 6e séance en consultation externe. Vous avez cherché de l'aide au premier signe de danger. Cela fait de vous l'une des mères les plus responsables que j'ai jamais traitées. Elle l'a écrit. Une note officielle, un avis médical. Je ne savais pas encore à quel point cela deviendrait important, mais Nathan le savait, car Nathan voyait ce que je ne pouvais pas encore voir. Ma mère n'allait pas laisser tomber. Le mercredi 20 novembre, Nathan m'a demandé de rencontrer quelqu'un, Jennifer Walsh, avocate en droit de la famille, une de ses collègues. Nous nous sommes assis dans son bureau au centre-ville de Charlotte, 90 minutes. Elle a tout écouté, l'ingérence dans la grossesse, les preuves rassemblées, la confrontation. Si elle dépose quoi que ce soit, un rapport au service de protection de l'enfance, une demande de garde, vous devez prendre les devants, a dit Jennifer. Demandez à votre psychiatre d'écrire une lettre détaillée. Documentez votre chronologie. C'est une armure préventive. Ses honoraires de provision étaient de $2500. Nathan a payé sans hésitation. Votre belle-mère a une crédibilité professionnelle en tant qu'ancienne superviseuse des services de protection de l'enfance, a dit Jennifer en partant. Si elle fait des allégations, les gens écouteront. Vous devez être prêt. Je ne voulais pas croire que cela irait aussi loin, mais ce fut le cas. Ma mère a commencé à parler doucement au début.
À l'heure du café à Saint-Augustin. Après la messe de 10.00, le 10 novembre, le 17 novembre, le 24 novembre. Jessica l'a entendu et m'a envoyé un message. Ta mère était encore à l'heure du café. Elle a dit à Margaret Davis que tu as eu des difficultés et qu'elle a aidé avec Isaac plus que prévu. Juste pour votre information. Je suis quand même allé à l'église le 24 novembre, le dimanche de l'Action de grâce. Je voulais me montrer, prouver que j'allais bien. 3 femmes m'ont regardé avec trop de compassion quand je suis entré. Le genre de compassion que vous donnez à quelqu'un de fragile, quelqu'un de brisé. Ma mère était à l'œuvre. Puis vint le 8 décembre, lundi, à 14.00. On a frappé à notre porte. Un homme en costume gris, un badge. Madame Smith, je suis Michael Torres, enquêteur pour les services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement préoccupant concernant la sécurité de votre enfant. Je dois poser quelques questions et observer l'environnement familial. Mon cœur s'est arrêté. Bien sûr, a dit Nathan en s'avançant. Il était calme. Il s'y attendait. Monsieur Torres a passé 65 minutes dans notre maison. Il a observé Isaac, en bonne santé, bien soigné, heureux. Il nous a interrogés. Il a inspecté chaque pièce. Et puis Nathan lui a remis une lettre, 5 pages, le résumé détaillé du docteur Helen Bradford, diagnostic, traitement, admission volontaire, résultat positif, autorisation médicale, opinion professionnelle, 0 risque pour l'enfant. Monsieur Torres l'a lu en silence. Puis il a levé les yeux. C'est très approfondi, a-t-il dit. Le dossier a été classé le 18 décembre. Sans fondement. Le rapport indiquait, l'enfant est en sécurité, bien soigné et s'épanouit. La mère reçoit un traitement approprié avec une excellente conformité, aucune inquiétude. Mais ma mère disait aux gens que les services de protection de l'enfance avaient enquêté. Elle omettait la partie où j'avais été mise hors de cause. À Noël, les rumeurs étaient partout. Je les entendais, je surprenais des conversations sur le parking de l'église, des murmures quand je passais. J'ai entendu dire que les services de protection de l'enfance étaient chez eux. Caroline doit être tellement inquiète. Ce pauvre bébé. Messe de Noël, le 25 décembre. J'étais assise en tenant Isaac, essayant de me concentrer sur la liturgie. Une femme que je connaissais à peine s'est approchée de moi après, m'a serré la main. Vous êtes si courageuse d'être ici, a-t-elle dit, les yeux pleins de pitié. Je prie pour votre guérison. Je voulais hurler, mais j'ai souri. Je l'ai remercié. Je suis sorti la tête haute. Ma mère avait transformé mon choix responsable de chercher de l'aide en preuve d'instabilité. Elle avait fait de ma vulnérabilité une arme. Et elle gagnait. Du moins le croyait-elle. Car pendant qu'elle construisait son récit en public, Nathan construisait autre chose en privé. Début janvier 2026, ma mère a tenté une manœuvre légale de plus. Elle a consulté un avocat concernant la garde d'urgence. Douglas Reed, mardi 7 janvier, consultation de 300 $. Je le sais parce que nous avons assigné les dossiers à comparaître plus tard. L'avocat lui a dit ce que Jennifer nous avait dit. Madame Preston, un traitement psychiatrique volontaire ne constitue pas un motif de retrait de garde. Votre fille a fait exactement ce qu'elle aurait dû faire. Mais elle a été hospitalisée, a insisté ma mère, selon les notes. Cela prouve l'instabilité. Non, l'avocat a dit que cela prouve la responsabilité. Il a refusé l'affaire, alors ma mère a changé de tactique. Si la loi ne l'aidait pas, elle utiliserait autre chose. La pression sociale, l'autorité morale, la honte publique. Le jeudi 16 janvier, elle est allée voir le père Michael, notre prêtre. Elle lui a dit qu'elle était gravement préoccupée par la sécurité d'Isaac, que je n'avais pas été honnête au sujet de ma santé mentale, et qu'en tant qu'ancienne professionnelle de la protection de l'enfance, elle avait le devoir de parler. Le père Michael m'a appelé ce soir-là, à 19h15. 23 minutes au téléphone. Sheila, votre mère est venue me voir hier. Elle exprime des inquiétudes quant à votre bien-être. Je veux vous offrir du soutien si vous avez besoin de parler. J'ai poliment décliné. Je lui ai dit que j'allais bien. J'étais sous traitement. Je m'en sortais bien. Mais je savais ce qui se passait.
Le baptême était prévu pour le 8 février, dans 6 semaines. Et ma mère préparait le terrain. Elle allait utiliser le baptême d'Isaac, une cérémonie sacrée, devant toute notre communauté, pour me détruire publiquement. Et elle pensait que je ne le verrais pas venir. Mais Nathan l'a vu. Et pendant que j'étais concentré sur ma survie au quotidien, sur le fait d'être une bonne mère pour Isaac, de suivre ma thérapie, de prendre mes médicaments et de me prouver à moi-même que j'allais bien, Nathan partait en guerre. Il l'a simplement fait discrètement. Vendredi 17 janvier. Nathan a de nouveau rencontré Jennifer Walsh. Elle utilise son parcours professionnel comme une arme, a-t-il dit. C'est une violation de l'éthique. Nous allons déposer une plainte officielle. Vous aurez besoin de preuves, a dit Jennifer. Préjudice, abus de connaissances professionnelles, schéma de comportement. J'ai déjà commencé, a dit Nathan. Il avait demandé de l'aide à Jessica Palmer. Jessica, qui me mettait en garde contre les commérages depuis mai. Jessica, qui était furieuse de ce que faisait ma mère. Jessica, qui était parfaitement positionnée pour entendre tout ce que ma mère disait. Voulez-vous l'enregistrer ? A demandé Nathan. Juste à l'heure du café quand elle parle de Sheila. Jessica a accepté. La Caroline du Nord est un État où le consentement d'une seule partie est suffisant. Tant que Jessica faisait partie de la conversation, l'enregistrement était légal. En 2 semaines, Jessica a capturé 3 conversations, 43 minutes au total. La voix de ma mère, claire et accablante. Entre vous et moi, je ne pense pas que Sheila devrait rester seule avec ce bébé. Elle était dans un service psychiatrique. En tant que personne ayant travaillé dans la protection de l'enfance, je connais les signes avant-coureurs. Nathan a demandé au docteur Bradford de rédiger une déclaration sous serment, 8 pages, signée, notariée, détaillée, diagnostic, calendrier de traitement, conformité, résultats, évaluation des risques, et une phrase qui détruirait plus tard la crédibilité de ma mère. Selon mon opinion professionnelle, la décision de Madame Smith de demander un traitement hospitalier volontaire représente la référence absolue en matière de responsabilité maternelle. Il a compilé une liste de témoins. 14 personnes prêtes à fournir des déclarations. Jessica, Thomas, mes collègues, des membres de l'Église qui avaient entendu les commérages et étaient horrifiés. La conseillère de la ligne d'assistance téléphonique en cas de crise, Anne Winters, même Monsieur Torres, l'enquêteur des services de protection de l'enfance, qui ne pouvait pas témoigner formellement, mais a envoyé un courrier électronique privé. Officieusement, votre femme a fait tout ce qu'il fallait. J'aimerais que davantage de parents aient son courage. Jennifer et Nathan ont créé une chronologie. 36 pages, 63 incidents documentés, codés par couleur, jaune pour les violations de limites, orange pour les fausses déclarations, rouge pour les infractions légales et éthiques. Chaque allégation avait une date, un témoin, une preuve. Et le jeudi 5 février, 3 jours avant le baptême, ils ont déposé une plainte éthique officielle auprès du Conseil de certification et d'autorisation d'exercice du travail social de Caroline du Nord. Numéro de dossier SWB.2026.0163. 126 pages de documentation, enregistrement audio, déclaration médicale sous serment, déclaration de témoin, chronologie, allégation utilisant des connaissances professionnelles pour nuire à un membre de la famille, dépôt de rapports faux et trompeurs au service de protection de l'enfance. Violation des principes de confidentialité, conduite qui nuit à la perception publique de la profession. Le Conseil enverrait un avis à ma mère dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables. Elle ne le saurait qu'après le baptême. Laisse-lui son moment, a dit Nathan. Ce sera son dernier. Vendredi 6 février. Jennifer a envoyé une lettre de mise en demeure à ma mère par courrier recommandé, exigeant qu'elle cesse de faire des déclarations diffamatoires, avertissant de poursuites judiciaires. Nathan a programmé la livraison pour le mardi 11 février, après le baptême. Il voulait qu'elle se sente en sécurité, confiante, non préparée. Le samedi soir 7 février, la veille du baptême d'Isaac, 21h45. Nathan et moi étions assis dans notre salon. Il m'a montré le dossier, en entier. Je n'en connaissais pas l'ampleur. Je savais qu'il travaillait sur quelque chose, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était détaillé, à quel point c'était minutieux, à quel point c'était dévastateur. J'ai lu la déclaration sous serment du docteur Bradford et j'ai pleuré. Pas de douleur, de validation, du fait d'être vu.
Elle a construit son arme en public, a dit Nathan doucement. J'ai construit la mienne en silence. Demain, tout le monde verra laquelle est la plus forte. Dimanche matin, 8 février 2026. Je me suis réveillé à 7h00. Isaac avait 5 mois et 6 jours. Le baptême était prévu à 11h45. Après la messe de 10h00, je l'ai habillé de sa robe de baptême, en dentelle irlandaise faite à la main, vieille de 60 ans, un héritage familial du côté de Nathan. C'était magnifique. Il avait l'air parfait. J'avais l'impression de me préparer pour la bataille. Nous sommes arrivés à Saint-Augustin à 10h43. Le parking comptait déjà 18 voitures. Les participants à la première messe, certains restant pour le baptême. Madame Eleanor Hint, la coordinatrice de la paroisse, nous a accueillis à la porte. « Votre mère est déjà là ?» a-t-elle dit. Elle a demandé à s'asseoir au premier rang. Bien sûr qu'elle l'avait fait. 32 invités. Les parrains, Thomas et Jessica, mes collègues, la famille de Nathan, des membres de l'église. Ma mère était assise sur le banc 2, côté gauche. Elle portait un tailleur bleu marine, professionnel, autoritaire. Ses cheveux étaient parfaits. Dans son sac à main, je pouvais voir le bord de quelque chose, un presse-papier, peut-être des notes. Elle était préparée. À 11h15, le père Michael est sorti pour saluer tout le monde. Ma mère s'est levée, s'est dirigée vers lui. Ils ont parlé pendant 90 secondes. J'ai vu le père hocher la tête. Je ne savais pas ce qu'elle avait dit, mais je pouvais deviner. Une dernière mise en scène, une dernière manipulation, s'assurer qu'il serait compatissant lorsqu'elle agirait. 11h30. La cérémonie a commencé. Le père Michael a souhaité la bienvenue à tous. Prière d'ouverture. Une lecture de la lettre aux Éphésiens sur le fait de revêtir l'homme nouveau. Un hymne, Amazing Grace. Nathan et moi nous tenions près des fonts baptismaux, en marbre blanc, installés en 1952. Je tenais Isaac. Il était calme, regardant autour de lui avec de grands yeux. Le père Michael a commencé à bénir l'eau. Nous te demandons, Père, avec ton Fils, d'envoyer le Saint-Esprit sur l'eau de cette fontaine. C'était le moment le plus sacré de la cérémonie, le moment précédant le sacrement, le moment de la transformation, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est levée. 11h37. Ma mère s'est levée de son banc, 12 pas jusqu'à l'allée centrale. Sa voix a traversé le sanctuaire. Mon père, je suis désolé, mais je dois parler. Toute l'église est devenue silencieuse. 32 personnes figées. Le père Michael avait l'air choqué. Madame Preston, ce n'est pas approprié. Je sais, mon père. Sa voix tremblait de ce qui ressemblait à de l'émotion, une émotion calculée. Mais en tant que grand-mère, et en tant que personne ayant passé 30 ans à protéger les enfants, je ne peux pas rester silencieuse. Elle a marché jusqu'au lutrin, l'ambon, où les lectures sont proclamées. Le diacre Mark Sullivan a commencé à se diriger vers elle, mais elle y était déjà. Elle a pris le microphone et puis elle a parlé. Pendant 2 minutes et 10 secondes, elle a parlé. J'aime ma fille, mais je dois dire la vérité pour le bien d'Isaac. Sa voix portait dans chaque recoin de l'église. Sheila a été hospitalisée dans un service psychiatrique il y a 3 mois. Elle a été instable. J'ai essayé d'obtenir de l'aide par les voies appropriées, mais le système l'a protégée au lieu de ce bébé innocent. Elle a fait une pause, a regardé les visages choqués autour d'elle. Je supplie cette communauté. Quelqu'un doit veiller sur Isaac. En tant qu'ancienne superviseuse de la protection de l'enfance, je connais les signes et je vous dis que ma fille n'est pas assez stable émotionnellement pour être seule avec cet enfant. J'ai tout essayé. J'ai fait des signalements aux autorités, mais personne ne veut écouter. Une autre pause. Elle montait vers son crescendo. Alors, je vous demande en tant que témoin devant Dieu de la tenir responsable. Silence. Un silence total, dévastateur. Isaac a commencé à pleurer dans mes bras. Une femme au fond a chuchoté, « Mon Dieu !» Je me tenais là, tenant mon fils, regardant ma mère, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas de la honte, pas de la peur. De la clarté. Parce qu'elle venait de commettre une erreur fatale. Elle avait fait exactement ce que Nathan avait dit qu'elle ferait.
Elle était allée trop loin publiquement avec des témoins, et elle l'avait fait dans une église sur un sol sacré pendant un sacrement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai parlé. Ma voix était calme, claire, ferme. Avez-vous terminé? Ai-je demandé. Parce que si c'est le cas, je voudrais continuer le baptême de mon fils. Elle a cligné des yeux. Elle s'attendait à ce que je m'effondre, que je craque, que je lui donne raison. Mais je ne l'ai pas fait. Le père Michael s'est avancé. Madame Preston, vous devez partir maintenant. Et puis Nathan a fait 6 pas. Il s'est positionné entre ma mère et moi, entre elle et Isaac. Sa voix était basse. Seules elle et quelques personnes dans les premiers bancs pouvaient l'entendre. Il s'est penché près d'elle et a chuchoté, « Le Conseil du travail social a reçu notre plainte jeudi. Votre audience est prévue pour le 3 mars. Le docteur Bradford a déjà soumis sa déclaration sous serment. » J'ai vu le visage de ma mère changer. De la confiance à la confusion, au choc, à la terreur. Cela s'est passé en quelques secondes. Ses genoux ont fléchi. Le diacre Marc l'a rattrapée, l'a aidée à s'asseoir sur un banc. Elle a essayé de parler. Rien n'est sorti. Elle a regardé Nathan, puis moi, puis les 32 visages qui la fixaient. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère avoir peur. Mais Nathan n'en avait pas terminé. Il s'est tourné pour faire face à l'assemblée, pour faire face au père Michael. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire. Tout le monde a entendu. Mon père, je m'excuse pour cette interruption, mais je pense que tout le monde mérite de connaître la vérité avant de porter des jugements. Le père Michael a hoché la tête lentement. Nathan a parlé pendant 90 secondes calmement, factuellement, de manière dévastatrice. Il y a 3 mois, ma femme a souffert de dépression postpartum, une condition médicale qui affecte une mère sur 7. Elle a reconnu les symptômes. Elle a volontairement cherché un traitement. Elle a reçu l'autorisation médicale d'un psychiatre certifié. Elle a été une patiente exemplaire et un parent exemplaire. Il a fait une pause. Madame Preston a passé 3 mois à transformer ce choix responsable en arme, déposant de faux rapports au service de protection de l'enfance, répandant des mensonges diffamatoires dans cette communauté. Nous avons déposé une plainte éthique auprès du Conseil d'autorisation d'exercice de l'État jeudi. Elle fait face à des accusations de faute professionnelle. Il a laissé cela s'installer un instant. Ma femme ne s'est pas cachée dans la honte. Elle a cherché de l'aide, ce qui est exactement ce que fait une bonne mère. La seule personne qui devrait avoir honte se tient devant cet autel en train de mentir à une église remplie de témoins. Jessica s'est levée de son banc. J'ai des enregistrements, a-t-elle dit, la voix claire. 3 semaines de déclaration de Madame Preston. De la diffamation. Je témoignerai si nécessaire. Thomas s'est levé. Je me suis occupé d'Isaac pendant le traitement de Sheila. Elle appelait tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Elle est rentrée à la maison plus forte. Caroline ment. Monsieur Torres était là. Je ne savais pas qu'il venait. Il s'est levé. J'ai enquêté sur le rapport des services de protection de l'enfance. Je l'ai classé. Il n'était pas fondé. L'enfant est en sécurité et aimé. Ma mère a essayé de parler, mais elle n'avait plus de voix. Le père Michael s'est approché d'elle. Sa voix était ferme, mais pastorale. Madame Preston, je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. Nous en discuterons plus en détail en privé. Elle s'est levée, tremblante. Elle a pris son sac à main. 8 personnes se sont levées et sont parties avec elle. Ses plus proches alliés, des gens qui l'avaient cru. 24 personnes sont restées. La porte s'est refermée derrière elle à 11h52. Le père Michael s'est retourné vers l'autel. Allons-nous continuer? La cérémonie a repris. Le père Michael a béni l'eau. Il a fait le signe de croix sur le front d'Isaac. Et puis il a versé l'eau bénite. Isaac Michael Smith, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. L'eau a touché le front d'Isaac à 12h04. J'ai pleuré à ce moment-là, pas de honte, de soulagement, de libération, de ce sentiment écrasant que quelque chose de sacré venait d'être récupéré. La main de Nathan était dans la mienne. Isaac était dans mes bras.
L'assemblée a prié le Notre Père ensemble. La cérémonie s'est terminée à 12h08. 15 personnes sont venues nous voir par la suite. Des câlins, des excuses. Je suis tellement désolé d'avoir douté de vous. Votre mère était très convaincante. Vous êtes si fort. Madame Hint, la coordinatrice de la paroisse, m'a serré fort dans ses bras. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. J'aurais dû la remettre en question plus tôt. Si vous avez déjà senti votre famille transformer votre vulnérabilité en arme, si vous avez déjà été puni pour avoir demandé de l'aide, laissez un commentaire. Parfois, savoir que l'on n'est pas seul est la seule chose qui nous permet de rester debout. La semaine après le baptême est passée rapidement. Le mardi 11 février, ma mère a reçu la lettre recommandée de Jennifer Walsh, la mise en demeure, exigeant qu'elle cesse toutes les déclarations diffamatoires, avertissant de poursuites judiciaires. Elle a également reçu un avis officiel du Conseil du travail social de Caroline du Nord, une lettre détaillant la plainte éthique, une audience prévue pour le 3 mars 2026. Elle ne nous a pas contactés. Le 3 mars, l'audience a duré 4 heures. Nathan y est allé seul. Je suis resté à la maison avec Isaac. Je n'avais pas besoin d'y être. Quand Nathan est rentré à la maison ce soir-là, il m'a embrassé, a embrassé Isaac. C'est fini, a-t-il dit. Le conseil a voté pour suspendre la certification de ma mère dans l'attente d'une enquête complète. Compte tenu des preuves, des enregistrements audio, du faux rapport au service de protection de l'enfance, du schéma de préjudice documenté, de la déclaration sous serment du docteur Bradford, des déclarations des témoins, la recommandation était la révocation permanente. Ma mère ne travaillerait plus jamais dans les services sociaux. La communauté de l'Église s'est divisée. Certaines personnes ont quitté Saint-Augustin avec ma mère. La plupart sont restés. Le père Michael m'a appelé en privé le 18 février. Il est venu chez nous. Sheila, je vous ai fait défaut, a-t-il dit. J'ai laissé la peur et les suppositions obscurcir mon jugement. Je suis désolé. Votre force à travers cela a été le témoignage de quelque chose que j'aurais dû voir plus tôt. Je vous pardonne, ai-je dit. Mais je n'oublierai pas. La confiance doit être reconstruite. Il a hoché la tête. Je comprends. 6 membres de l'Église se sont officiellement excusés au cours des 2 semaines suivantes. J'ai accepté chaque excuse avec grâce, mais je me suis aussi souvenu de qui était resté silencieux, de qui avait participé au commérage, de qui avait cru ma mère sans poser de questions. Certains ponts ne se reconstruisent pas. Et c'est très bien ainsi. En mai 2026, Isaac avait 8 mois. En bonne santé, heureux, épanoui. J'étais de retour au travail à temps plein en tant que conseillère d'orientation. La thérapie était réduite à 1 fois par mois. De l'entretien, l'appelait le docteur Bradford. Nathan et moi étions plus forts que nous ne l'avions jamais été. Ma mère a déménagé en Caroline du Sud, pour vivre avec sa sœur. Nous n'avions eu aucun contact pendant 85 jours. Puis un colis est arrivé, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait le carnet bleu marine, celui qu'elle avait utilisé pour documenter mes échecs. Les 32 pages avaient été arrachées. Seule la couverture restait. Je l'ai jetée. Je n'en avais plus besoin. La preuve avait rempli son rôle. La vérité avait été dite. La justice avait été rendue. Mais plus que cela, je n'avais plus besoin de lui prouver quoi que ce soit. En juin, Isaac a dit son premier mot. Maman. J'ai pleuré. Des larmes de joie. Cette fois, j'ai commencé à partager mon histoire de manière anonyme dans un groupe de soutien postpartum recommandé par le docteur Bradford. 3 autres mères ont cherché un traitement parce qu'elles avaient entendu que quelqu'un y avait survécu, s'était épanoui après cela. C'était comme la véritable victoire. Dimanche 7 juin 2026. Messe du matin à Saint-Augustin. Nathan, Isaac et moi. Nous sommes entrés ensemble, devant les fonts baptismaux, devant le banc où ma mère avait l'habitude de s'asseoir. Isaac avait 9 mois et 5 jours. Il a ri quand la chorale a chanté. Il a levé la main et a touché mon visage pendant l'homélie. Et j'ai réalisé quelque chose. Je pensais autrefois qu'être une bonne mère signifiait ne jamais avoir de difficultés, ne jamais avoir besoin d'aide, ne jamais montrer de faiblesse. Maintenant, je connais la vérité.
Être une bonne mère signifie se battre honnêtement. Cela signifie demander de l'aide quand on en a besoin. Cela signifie se battre pour son enfant. Même quand l'ennemi est quelqu'un que l'on aime. Même quand le champ de bataille est une église. Même quand le coup est une relation que l'on croyait permanente. Le danger n'a jamais été que je demande de l'aide. Le danger était que ma mère confonde le contrôle avec l'attention. Elle a confondu son besoin d'être nécessaire avec de l'amour. Elle a confondu ma vulnérabilité avec de la faiblesse. Elle avait tort sur tout cela. Isaac grandira en sachant que sa mère a cherché de l'aide quand elle en avait besoin. Il grandira en sachant qu'un traitement de santé mentale n'est pas honteux. C'est responsable. Il grandira en sachant que les personnes qui vous aiment vraiment n'utilisent pas vos moments les plus sombres comme une arme. Ils vous tiennent la main pour les traverser. Ce dimanche-là, lorsque nous sommes sortis de Saint-Augustin dans la lumière du soleil de juin, Isaac a levé la main et a touché mon visage. Sa petite main chaude et douce. Et j'ai su que c'est à cela que ressemble la victoire. Pas la perfection, pas le contrôle, pas l'approbation de personnes qui n'allaient jamais me voir clairement de toute façon. Juste ceci. Mon fils, mon mari, ma paix, ma vérité. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si elle vous a rappelé que demander de l'aide est une force, pas une faiblesse, abonnez-vous. Car la vérité est toujours plus forte que les mensonges. Elle met juste parfois plus de temps à être entendue.